Est-ce qu'on peut me connecter? Bonjour à toutes et à tous. On va juste faire un petit réglage en régie avec une personne qui va nous rejoindre en visio parce qu'elle a eu malheureusement le Covid. Alors, est-ce qu'on peut me raccorder avec Lucille Payette, s'il vous plaît? Lucille, est-ce que vous m'entendez? Alors, le micro doit être coupé chez vous. J'ai pas de retour son sur Lucille. Normalement, mon micro est ouvert. Est-ce que vous m'entendez? Là, c'est bon, on vous entend. Est-ce que tout le monde entend Lucille? Oui, ça a l'air d'être parfait. Super. Eh bien, bonjour et bienvenue à toutes et à Très bien. tous. On va laisser les derniers s'installer. Et puis, on va commencer cette plénière qui est plus que d'actualité sur la décarbonation de l'industrie et l'urgence climatique, évidemment. On a la chance aujourd'hui d'avoir des intervenants de qualité ici présentes et présents avec nous. Isabelle Albertalli, vous êtes, je vous en prie, prenez un micro. Donc vous travaillez pour BPI France, vous êtes responsable du plan climat, c'est ça? Exactement. Qu'est-ce que c'est exactement votre rôle chez BPI France? L'idée, c'est d'arriver à mettre en transition un maximum d'entreprises, qu'elles soient clientes ou pas, et qu'après elles viennent nous voir. On fait ça d'ailleurs pas mal en partenariat avec l'ADEME sur la technicité des produits. Et donc on se rend compte que c'est pas du tout simple pour un industriel, mais même pour toute entreprise, de savoir comment je fais ma transition. Et du coup, on est là pour les accompagner au quotidien. D'accord. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Lucille Payette qui est en visio avec nous, vous êtes... À distance. Alors, expliquez-nous ce que vous faites pour l'Alliance Alice. Et qu'est-ce que c'est que l'Alliance Alice? Alors, l'Alliance Alice est une alliance qui veut rassembler les industriels autour du sujet de la décarbonation de l'industrie. Donc, un vaste sujet. Euh, L'idée, c'est que bon, moi, je suis référente technique et scientifique pour les activités d'Alice. Donc, on a toute une part vraiment de production de travaux techniques et scientifiques sur la problématique de la décarbonation de l'industrie pour nos adhérents, pour les aider à mieux appréhender les différents concepts qui concernent la décarbonation de l'industrie. D'accord, on reviendra tout à l'heure sur vos travaux de recherche notamment. Hervé List, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de RTE. Et chez RTE, vous êtes? Bonjour, je suis donc le directeur des affaires publiques pour le Grand Est. D'accord, donc spécialisé dans la région Grand Est. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Christophe Reif. Oui, bonjour. Christophe Raff, donc directeur régional délégué à l'ADEME Grand Est, et je suis particulièrement en charge des équipes qui travaillent avec les industries. Le plan de relance est France 2030, donc voilà, c'est dans mon équipe qu'on travaille sur la décarbonation de l'industrie. Oui, donc vous l'avez compris, on est vraiment dans un sujet d'actualité important. Et on a la chance d'avoir aussi un industriel ici présent avec nous. Maurice, je vous en prie, présentez-vous. Maurice Gluck. Donc, Maurice Gluck, je fais partie du groupe Scheffler, une usine implantée à Haguenau, chiffre d'affaires 700 millions d'euros, et puis ça fait plus de 10 ans que nous travaillons essentiellement sur l'efficacité énergétique et sur une sobriété, et plus tard sur de l'autoconsommation, enfin, le thème du sujet. D'accord, merci à toutes et à tous d'être avec nous aujourd'hui. Moi, je m'appelle Hugo Sedouraman, je suis journaliste économique. Je serai là sur les deux plénières aujourd'hui pour vous accompagner et animer ces conférences. On va juste faire un petit point d'introduction et de contextualisation avec Hervé List chez RTE pour essayer de comprendre un peu l'actualité du moment en fait, puisque RTE est sur le devant de la scène effectivement dans les informations quotidiennes. Quels sont les impacts en fait pour les industriels? Quelles sont les attentes des industriels aussi en France et dans le Grand Est en ce moment en matière de gestion de l'énergie et de l'électricité? Alors, comme vous le savez, RTE est responsable de la sécurité d'alimentation électrique et de l'équilibre entre la production et la consommation d'électricité en France. Et à ce titre, nous faisons des études prospectives à court, moyen et long terme pour voir effectivement en quelles conditions cet équilibre peut se réaliser. Et pour ce qui est du court terme, puisque c'est votre question sur le contexte actuel, mais comme vous le savez, donc nous avons un parc électronucléaire dont la production est en retrait par rapport effectivement aux années précédentes. Ajouté à cela
une crise gazière liée au contexte géopolitique, même si nous sommes rassurés par le fait que les stockages de gaz sont très élevés et très bien remplis en France pour le moment. Une hydraulicité qui était un peu à la peine en fin d'été, mais qui s'est bien rattrapée avec les pluies de l'automne. Et puis des échanges européens qui heureusement se passent bien et qui nous permettent d'être importateurs nets depuis à peu près un peu plus de 220 jours, ce qui est exceptionnel puisque habituellement nous sommes plutôt exportateurs nets. Mais la solidarité européenne est évidemment très importante pour nous permettre donc d'équilibrer le réseau. Dans ce contexte également, ce qu'on peut noter, c'est une consommation qui est en baisse de l'ordre d'à peu près 6,5% sur les 6 semaines glissantes à peu près en moyenne, qui est justement essentiellement le fait de l'industrie. Et on pense évidemment que c'est un phénomène qui est lié au prix d'énergie très très élevé. Et dans nos prévisions court terme, nous avons justement essayé de bien serrer, de bien identifier le risque de coupure pour les semaines et les mois qui viennent, et bien montrer qu'il s'agissait effectivement de coupures ponctuelles, tournantes, programmées, qui pourraient être mises en œuvre en ultime recours, après avoir mis en œuvre d'autres leviers, mais en ultime recours, mais qu'en aucun cas il ne s'agirait évidemment d'un blackout. Ce qui, de notre point de vue, rend les prix aujourd'hui sur le marché excessifs, exagérés, en tout cas probablement spéculatifs, mais qui ne reflètent pas en tout cas la réalité du risque. La question, c'est pourquoi finalement les pouvoirs publics aujourd'hui, quand on regarde l'actualité, nous laissent entendre qu'il est possible que les particuliers ou d'autres entreprises soient victimes de ces coupures-là. C'est ça qui est difficile à comprendre. En fait, si vous voulez, avant d'en arriver là, d'abord, bon, on a effectivement avec nos clients, nos gros clients, ce qu'on appelle des contraintes d'interruptibilité qui permettent de les couper. Ils sont rémunérés pour ça. Là, on gagne à peu près de réacteurs nucléaires. On va ensuite baisser effectivement le niveau de tension de 5% sur le réseau de distribution. Là, c'est Enedis qui sera à la manœuvre. Et là, on va gagner encore 3500, 4000 mégawatts. Ça fait à peu près 4 réacteurs nucléaires. Et puis, avant d'en arriver au dernier recours que peuvent être les coupures programmées, et ça, c'est vraiment ce que le distributeur mettra en œuvre uniquement si on y est acculé, si on n'a pas suffisamment de production pour ouvrir la consommation. Et évidemment, ça ne couvrirait que les heures de pointe. C'est-à-dire les pointes, c'est le matin, 8h, 13h, et le soir, entre 18 et 20h. Et c'est pour ça que nous avons aussi développé un nouveau levier sur lequel nous communiquons beaucoup, en partenariat notamment avec l'ADEME, qui s'appelle EcoWatt, qui est en fait une météo de l'électricité, avec des signaux qui vont de vert, orange ou rouge. Vert, tout va bien. Orange, attention, le réseau va être un peu tendu. Et rouge, oui, si nous ne baissons pas notre consommation, au moment, je dis bien, des pointes, si nous ne différons pas un certain nombre de consommations au cours de notre journée pendant les jours d'alerte, alors oui, effectivement, nous risquons des coupures, mais nous sommes convaincus que si les signaux EcoWatt sont suivis des faits, nous allons pouvoir, si ce n'est annihiler totalement le risque, en tout cas le réduire très fortement. Aujourd'hui, notre inquiétude, elle est plutôt clairement sur le mois de janvier, d'ici fin décembre, d'après les prévisions météorologiques que nous avons. Et la météo est importante, parce que 1 degré de moins, c'est 2400 mégawatts. Donc c'est tout à fait considérable. Oui. D'ici fin décembre, a priori, nous sommes sereins. Le mois de janvier pourrait concentrer effectivement les difficultés, mais nous le saurons notamment lors de la mise à jour de mi-décembre, où nous aurons des prévisions météorologiques actualisées qui nous permettront de confirmer ou non le risque. Ok. Voilà. Ce que vous dites, c'est que personne ne sera au dépourvu. Alors juste, excusez-moi une seconde, j'ai un petit message à faire passer pour la régie. On a un petit problème de retour son sur scène. On n'entend pas très bien les intervenants. Je ne sais pas s'il est possible d'avoir une solution pour ça. Non, ok. Très bien, merci. Du coup, Hervé, j'ai resté avec vous encore 2 minutes pour comprendre, parce qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui sont de la région Grand Est aussi. Et quelles sont les particularités, parce que vous êtes chez RTE Grand Est, les particularités des industriels de la région en matière de consommation énergétique? Est-ce qu'il y a des spécificités ici qu'on ne retrouve pas ailleurs? Alors, dans le Grand Est, c'est un peu plus de 40 TWh de consommation, c'est à peu près 8,6% de la conso nationale. C'est les chiffres 2021. Voilà, donc les professionnels particuliers, c'est un peu plus de 43%. Les PME, PMI, 36,2%. Et la grande industrie, 19,3%.
19,3% de la consommation du Grand Est. C'est un peu plus de 3 points supplémentaires par rapport à la moyenne nationale, ce qui montre effectivement que le Grand Est reste une région très industrielle, sachant que c'est bien la sidérurgie, la métallurgie et la chimie qui sont les plus gros consommateurs, en fait. D'accord, merci beaucoup. Du coup, pour résumer, on va y revenir tout à l'heure avec vous, mais c'est une consommation d'électricité dans l'industrie qui va augmenter. On expliquera pourquoi ensuite, parce qu'on va faire la transition justement avec Christophe Reif. On est dans un processus en fait de décarbonation qui va passer par une électrification massive, mais j'imagine que pour beaucoup d'industriels, la question, en tout cas pour les pays, pour les petites industries, c'est par quoi commencer? Quelles sont les priorités pour l'industrie en matière de décarbonation? Alors, il y a deux types d'industries. Il y a les PME, PMI et les grands groupes. Les grands groupes ont anticipé déjà, notamment en transformant leurs utilités de production d'énergie dans leurs process, en passant sur du bois, sur des combustibles solides de récupération. Le groupe Tereos sur le bois en Champagne-Ardenne est un très bon exemple où il déplugue son unité de production d'énergie de gaz par du bois énergie. Vous avez Solvay, Novacarb, des gros industriels de production de carbonate. Eux ont beaucoup anticipé avec un petit peu d'aide aussi sur les marchés carbone mondiaux, là, qui les a poussés aussi à rentrer dans cette transition et basculent donc sur du CSR. On est sur des grosses unités de production. Mais c'est vrai que l'industrie et les PME ont une tendance à mettre très vite le focus. Ils sont très très réactifs sur la décarbonation en termes de gains et de prix de l'énergie. Et vont utiliser beaucoup le bois énergie et le solaire photovoltaïque. Voilà, c'est deux choses qui se positionnent facilement dans un industriel pour se substituer. Après, les autres priorités, c'est là plutôt sur du moyen terme, du 1 ou 2 ans, c'est de travailler sur l'efficacité énergétique de leur process, sur les motorisations, sur les gains d'électricité à ce niveau-là. Ça va être aussi sur 3 à 4 ans, parce qu'il y a un partenariat à avoir avec les collectivités locales, et là, le temps des collectivités locales est quand même un peu plus lent que celui des entreprises, il faut l'avouer. Un travail sur un partenariat sur le territoire, l'intégration de l'entreprise sur le territoire, avec cette notion de récupération de chaleur fatale, d'intégrer cette chaleur fatale sur le réseau, de pouvoir produire de l'énergie, la mettre sur le réseau, de pouvoir en bénéficier avec l'avantage d'avoir une coopération collectivité-entreprise, d'avoir une énergie, une chaleur la moins chère, parce que ces réseaux de chaleur sont majoritairement alimentés par les énergies renouvelables. Et aujourd'hui, tous les industriels et les collectivités qui sont sur ce genre d'énergie voient passer cette crise avec beaucoup plus de sérénité. Donc la troisième priorité, c'est ça, c'est la coopération des entreprises et des collectivités sur le territoire. Et s'il y a une grosse colonne vertébrale, c'est bien le réseau de chaleur. Alors, juste Christophe, pour revenir sur les PMI, parce que c'est un tissu qui est important dans la région, si on doit commencer une démarche de décarbonation, on doit venir vous voir, qu'est-ce qu'on doit faire en fait en tant qu'industriel? Alors sur le Grand Est, on a l'avantage d'avoir une équipe très soudée entre différentes structures et acteurs. Vous avez l'ADEME, vous avez la BPI, vous avez la Chambre de commerce, vous avez la Chambre des métiers, qui propose tout un programme d'accompagnement pour des PME, PMI, même aussi sur l'industriel, j'ai une réflexion, j'ai un besoin, je ne sais pas comment faire. Donc vraiment cet accompagnement initial de démarrage jusqu'à j'ai déjà un projet, je voudrais m'inscrire dans une énergie renouvelable. Et vous avez tout le conseil des personnes, on donne des noms, des numéros de téléphone, pour vous accompagner dans ce qu'il faut faire et vous propulser dans les différents dispositifs d'accompagnement. Ce sont des accompagnements qui soient soit sous forme de subventions, des pourcentages d'aide sur facture, soit sous forme de financement. Et on a un outil qui s'appelle Click Agile et qui package l'ensemble de cette ingénierie qu'on met à disposition des entreprises et des financements. Et vous y trouvez les outils de l'ADEME, de la région, dans le cadre du programme Climaction, mais aussi de la BPI, de l'Agence de l'eau, des programmes d'animation des chambres de commerce. Oui, c'est important de souligner que c'est une spécificité régionale et que la région Grand Est est exemplaire sur ce sujet. Et du coup, Maurice Gluck, vous êtes industriel. Alors, vous avez investi 10 millions d'euros depuis 2014, d'après ce que j'ai compris, dans des projets de décarbonation. Vous partiez d'où et où est-ce que vous êtes arrivé aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait comme travaux? Jusqu'en 2014, nos installations étaient principalement décentralisées et entretenues au cas par cas. Donc les résultats, nous avions des centaines d'équipements
de différentes générations, très souvent surdimensionnés et énergivores. Donc c'est à cette époque que nous avons posé certaines questions. Et nous nous sommes dit, le fonctionnement d'une usine peut être analogue au fonctionnement du corps humain. Donc tous les systèmes devraient être liés et qu'ils devraient interagir ensemble pour une efficience maximale. Donc dès lors, à chaque opportunité de rénovation et de remplacement de nos installations ou de nos équipements, nous avons gardé à l'esprit que toutes nos installations, telles que les chaufferies, les centrales de production de froid, les compresseurs d'air qui nous fournissent en fait l'énergie mécanique disponible pour nos lignes de montage, devraient à terme s'interconnecter et à la fois physiquement et logiquement, donc à travers la digitalisation, afin de les piloter d'une manière la plus intelligente et efficiente possible. Donc pour illustrer quelques applications, nous avons centralisé toutes nos utilités, donc la production de froid, la production de chaud, donc les chaufferies, nécessaires au chauffage des locaux, mais également au process, donc des lessives, du traitement thermique. Donc nous avons également muni ces installations de matériel standardisé, de dernière génération, et bénéficiant des meilleures technologies disponibles. Donc aujourd'hui, nous récupérons la moindre chaleur possible, donc la chaleur fatale, et nous en avons profité également pour augmenter considérablement les conditions de travail de nos collaborateurs. Quand vous parlez de conditions de travail, ça veut dire quoi concrètement? Une meilleure gestion en fait, de l'environnement de travail, parce qu'aujourd'hui on dit on doit réduire en fait notre chauffage, etc. Donc on essaye de mieux le dispatcher, donc par la physique, par différents moyens existants, mais également à travers l'éclairage, d'avoir créé de l'éclairage biodynamique, c'est-à-dire qui varie aussi pour les équipes de nuit. Donc en fait, on diminue graduellement et puis on les flashouille un petit peu pour 1h du matin pour les rendre plus attentifs. Mais tout ça sous le contrôle et avec la collaboration avec la médecine du travail qui est chez nous. Merci beaucoup. Alors Lucille Payet, je regarde là-haut parce que vous êtes sur le grand écran, mais vous me voyez en face. Alors l'Alliance Alice a mené différents travaux d'études. Alors je vais vous demander d'une part de les présenter et essayer de comprendre un peu comment vous vous positionnez en tant qu'alliance industrielle pour accompagner les industriels justement dans leur démarche de décarbonation et qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec vous concrètement? Alors, l'objectif de la structure, c'est vraiment de réunir l'ensemble de la chaîne de valeur de tous les secteurs industriels autour de ces problématiques de l'industrie, c'est-à-dire des laboratoires de recherche, aux centres d'expertise, offreurs de solutions, bureaux d'études, jusqu'à l'industriel exploitant. L'objectif étant d'initier du projet innovant, collaboratif, sur ces sujets de la décarbonation de l'industrie. Et pour ça, on va apporter des travaux, des études sur des sujets pointus qui intéressent nos adhérents et qui sont choisis par nos adhérents sur l'ensemble des domaines de la décarbonation de l'industrie. Lucille, ce serait peut-être important, si vous m'entendez, Lucille, oui. Ce serait peut-être important d'expliquer un peu, avant de rentrer dans le détail de ces études, qui sont les fondateurs de cette alliance, parce que comprendre un peu quelle est la jeunesse de l'alliance et qui est derrière en fait ce projet. Oui, bien sûr. En fait, l'Alliance Alice a été fondée par un certain nombre de centres techniques, donc à savoir le CETIAT, par exemple le Centre technique des industries aéroliques et thermiques, le CETIM pour la mécanique, le CTCPA pour l'agroalimentaire, le CTIF pour la fonderie et le CTMNC pour les matériaux naturels de construction, ainsi que le cabinet Elea Consulting. L'idée étant que en fait, l'ensemble des centres techniques se rendaient compte qu'il y avait des problématiques dans chacun de leurs secteurs et des solutions qu'ils n'arrivaient pas à trouver et parfois des exemples qu'ils trouvaient dans d'autres secteurs qui avaient potentiellement une réplicabilité mais pas de démarche globale, pas de choses transsectorielles sur le sujet et donc un vrai besoin d'une structure finalement pour essayer de traiter ce sujet de façon globale à l'échelle nationale. Ça a été la jeunesse du projet. Ce qui est bien, enfin ce qui est important du coup, c'est qu'on peut s'appuyer justement sur ces expertises et sur les problématiques qui émanent de ces différents secteurs quant au sujet qu'on va investiguer.
Alors, quelles sont concrètement les études que vous avez menées et les démarches dans lesquelles vous accompagnez les industriels? Alors, concrètement, on travaille sur l'ensemble des leviers de la décarbonation de l'industrie. Alors, nous, ce qu'on entend par levier de la décarbonation de l'industrie, il y a d'abord la partie efficacité énergétique. C'est extrêmement important. C'est-à-dire, en fait, avant de commencer à essayer d'aller plus loin dans ces démarches, il faut diminuer sa consommation énergétique. Voilà, ça s'entend, c'est simple, à toutes les échelles. Ça va être à l'échelle de la technologie, de l'opération unitaire, à l'échelle du site industriel, avec des problématiques de récupération de chaleur fatale, d'optimisation globale du site industriel, des problématiques également de flexibilité de stockage, et puis jusqu'à le site dans son territoire. Et donc les synergies qu'on peut initier entre les sites industriels, avec des problématiques liées notamment aux écoparcs industriels. Ben voilà, donc Christophe parlait, et c'est un vecteur extrêmement important pour voilà, améliorer sa consommation énergétique. Ensuite, pour aller plus loin, on va travailler sur le mix électrique, enfin le mix énergétique, pardon. Donc, finalement, comment est-ce qu'on fait pour intégrer des énergies alternatives sur son site industriel? Et donc là, on va travailler sur des leviers type justement intégration de gaz décarboné, électrification, chaleur renouvelable et de récupération. Et puis pour aller au bout de sa démarche, finalement, on va pouvoir s'appuyer sur le captage et la valorisation du CO2, qui sont des problématiques voilà, qui arrivent un peu en bout de chaîne pour aller au bout de sa décarbonation. Et tout ça, on va intégrer également, cette fois-ci de manière plutôt sectorielle et très spécifique au procédé, des problématiques d'économie circulaire, d'efficacité matière, qui sont un vrai levier extrêmement important aussi sur ce sujet. Et puis, on va s'appuyer bien sûr sur les problématiques de la transition numérique, hein, qui sont des outils qui peuvent apporter des éléments à tous les niveaux. Et on a regardé aussi toute la problématique des modèles économiques et de financement qui reste le cœur de la guerre, on est bien d'accord là-dessus. On a produit aujourd'hui 23 études sur l'ensemble de ces leviers, à différentes échelles, soit des choses vraiment très techniques, purement, typiquement sur un état de l'art sur les pompes à chaleur très haute température, par exemple, et des choses beaucoup plus avec beaucoup plus de hauteur, type feuille de route, typiquement sur le potentiel d'intégration des gaz décarbonés ou le potentiel d'électrification des procédés. Voilà. On avait un peu de latence. Est-ce que vous pouvez juste répéter la dernière phrase, Lucille? Désolé. Sur les donc gaz décarbonés. j'ai parlé du potentiel d'électrification des procédés industriels et ensuite et du potentiel d'intégration des gaz décarbonés. D'accord. Et pour les personnes qui sont avec nous aujourd'hui sur place, est-ce que vous pouvez expliquer comment il est possible d'accéder à ces études qui sont fort intéressantes et quel est votre modèle économique? Parce que j'imagine que rejoindre l'Alliance Alice, c'est accéder à des ressources intellectuelles et des accompagnements spécifiques. Est-ce que c'est un coût? Comment ça se passe? C'est une adhésion? C'est quoi? Oui, alors on fonctionne donc sous forme d'adhésion, donc c'est-à-dire que nos adhérents vont émettre une cotisation qui va être fonction du chiffre d'affaires. Mais donc l'ensemble des acteurs, donc on a voilà, 80 adhérents aujourd'hui, vont avoir le même pouvoir de décision dans les études, pour être sûr de pouvoir aborder l'ensemble des sujets, d'être représentatif sur les problématiques de l'industrie. Donc dans l'accompagnement qu'on fournit, ça va être finalement déjà ces sujets qui sont demandés par nos adhérents, c'est-à-dire qu'en fait, ils nous disent, voilà, moi j'aimerais qu'on travaille justement, qu'on investigue les pompes à chaleur ou d'autres, les échangeurs de chaleur, ou voilà, enfin, d'autres éléments d'études, et on va mener ces études qui seront supervisées par un comité de pilotage d'adhérents, qui va s'intéresser de plus près à ce que justement toutes les problématiques qui sont représentatives de leur secteur industriel soient traitées, pour faire en sorte d'avoir une étude qui répond au mieux à leurs besoins. Ça reste des études non pas spécifiques, mais qui sont vraiment avec cette approche transsectorielle pour essayer de parler à un maximum de secteurs industriels et répondre justement à ces besoins et à ces questions. Euh,
Non, mais vous avez répondu à la Je me question, il me demande semble. où était la question au début, oui. Non, non, mais la réponse semble complète, pardon. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vais donner la parole à Isabelle Albertalli parce que finalement BPI France aussi a un rôle complémentaire avec l'alliance, de l'alliance Alice et de l'ADEME évidemment dans l'accompagnement des industriels et dans le financement des études. Juste pour comprendre un peu le contexte, donc qu'est-ce que c'est que le plan climat chez BPI France? Quel est le budget? Quelle est votre démarche? Et comment vous accompagnez les industriels aujourd'hui? Alors, le plan climat, il repose sur 3 grands piliers. Il y en a qu'on a déjà pas mal mentionné. Donc, je vais commencer par là, notamment aider à développer de l'énergie décarbonée. Ça commence par là. BPI est déjà acteur et main dans la main avec beaucoup de développeurs depuis assez longtemps. Mais là, par exemple, se lance un nouveau fonds de garantie pour des corporate PPA qui arriverait donc en janvier. Et ça, c'est justement parce qu'on se dit qu'il faut pouvoir pousser à de la création de production d'énergie plus largement que initialement par les grands énergéticiens. Dans l'ensemble, le plan climat, ça représente combien en millions d'euros en France? Alors pour l'instant, on a fait un plan, donc notamment avec la Banque des Territoires, qui s'élève à 40 milliards, dont 20 par BPI, qui là était sur 4 ans. On rehausse notre ambition, donc a priori, on part pour plus, si possible. Pour l'instant, on est encore dans cette trajectoire-là. Et donc voilà, il y a cette partie ENR. Il y a la deuxième partie qui est celle de soutenir et de faire émerger un maximum de green tech, parce que c'est effectivement avec plus de solutions. Alors il n'y a pas que dans le green tech, il y a aussi des offreurs de solutions qui sont des PME, des ETI. Mais c'est sûr que pour que les industriels puissent faire leur transition, on a besoin de faire émerger des technologies souvent de rupture ou d'accompagner celles qui sont innovantes et qui ont besoin de passer à l'échelle. Et enfin, le dernier pied du plan climat, c'est le plus difficile, je dirais, qui est celui de la mise en transition des entreprises. Et on commence en ce moment, évidemment, avec un gros focus industriel, étant donné la situation énergétique et étant donné la sobriété demandée, mais aussi parce que c'est là qu'il y a le plus d'actions qui peuvent avoir un impact assez fort. Et là-dessus, globalement, on a plusieurs dispositifs, que ce soit financement, que ce soit accompagnement, en plus de l'investissement dans les autres piliers que j'ai mentionnés. Et du coup, pour les industriels, ça se passe comment? C'est-à-dire qu'ils vont venir voir les mêmes interlocuteurs que d'habitude chez BPI France? Vous avez des équipes spécifiques? Il y a un guichet numérique? Quel est le procédé, quelle que soit la taille de l'industriel d'ailleurs, pour bénéficier de ces subventions et ces accompagnements? Alors nous, on croit beaucoup à être dans un dialogue one-to-one, être là pour aider chaque entrepreneur, chaque dirigeant au quotidien. Donc, en fait, toutes les équipes sur le terrain sont formées au climat et aux accompagnements et aux niveaux dispositifs qui sont proposés. Donc, en gros, vous pouvez aller voir n'importe quel chargé d'affaires, votre chargé d'affaires référent, et en gros, il saura exactement, après un dialogue avec vous sur où est-ce que vous en êtes dans votre démarche climatique. Peut-être que vous n'avez pas commencé ou peut-être que vous êtes très avancé. Il y a différents dispositifs possibles. Et en gros, il saura vous conseiller sur ce qui fonctionnera le mieux, ce qui sera le plus adapté, en fonction aussi du budget que vous pouvez avoir et en fonction de votre industrie. Parce qu'on fait un dialogue qui est sectorisé, en plus de ça, puisque chaque secteur a des enjeux relativement différents. Et donc, on veut pouvoir accompagner au mieux. Ça sert à rien de vous proposer quelque chose pour des premiers pas si vous êtes déjà super avancé, et réciproquement. Voilà, donc il y a vraiment possibilité d'aller voir n'importe quel chargé d'affaires, il saura vous parler des dispositifs climat en question. Le sujet des green tech, c'est quand même un sujet qui est aussi d'actualité parce qu'il me semble que cette semaine, le gouvernement a annoncé qu'il souhaite voir émerger 10 licornes cotées en bourse en France, notamment dans les énergies renouvelables et les innovations de rupture dans le domaine de la transition énergétique. Est-ce que vous avez des exemples à donner de pépites françaises qui sont inspirantes pour les industriels français, mais même pour les industriels étrangers? En gros, chez BPI, on investit dans à peu près tout type de secteur, mais c'est vrai que sur la partie green, il y a vraiment une volonté d'appuyer sur des pépites qui sont dans des labos, donc des deep tech, qui cherchent des technologies de rupture pour ensuite les aider à passer à une start-up et puis ensuite à l'échelle. Dans les différents secteurs, il y a évidemment tout ce qui va être lié à la mobilité, à la capture carbone, à l'agro, agri, et puis à des procédés plus industriels. Peut-être là sur la région, quelques exemples quand même qui sont en train d'émerger et qui sont assez beaux. Il y en a, je vous disais, dans tout type de secteur. C'est-à-dire qu'on a aussi bien là une boîte qui est en train de créer à partir d'algues
d'essayer de rendre ça plus accessible et en fait plus vertueux dans l'agro, puisque en gros on sait que dans notre assiette il y a quand même une empreinte non négligeable et que les algues ont beaucoup apporté. Mais ça passe aussi par notre entreprise en ce moment qui est en train de trouver un procédé chimique pour recycler du plâtre. Il faut savoir que c'est très difficile parce que c'est souvent combiné à plein d'autres matériaux et donc qui arrive à extraire les matériaux qui sont hors plâtre, puis le plâtre à le régénérer et à le réutiliser derrière. Et puis sans les technologies très de rupture sur des matériaux peut-être plus innovants qu'on attend pour les technologies qui vont, en gros pour faire développer des nouveaux procédés industriels. Je pense à deux typiquement. On parle pas mal du manque de lithium à venir. Il y a en ce moment des petites pépites qui sont en train de réussir à raffiner du lithium à partir d'un lithium en matière première plutôt faible initialement, qui est le genre de lithium sur lequel d'habitude on ne va pas aller et qui en fait grâce à un procédé de synthèse arrive à le faire. Il y en a d'autres qui arrivent à en faire par d'autres procédés que de l'extraction, via des solvants directement en synthèse. Franchement, si on arrive à faire du lithium de synthèse, je pense que ça réglera une certaine partie de l'approvisionnement en matière première. Et un dernier exemple que moi j'aime beaucoup, mais après c'est mon petit côté physique, c'est une boîte, donc Blackleaf, qui est en train de faire du graphène de synthèse très fin par un procédé avec impact environnemental bien plus faible. Et le graphène, ça a des implications dans toutes les industries, que ce soit en termes de conducteurs, que ce soit en termes d'isolants, que ce soit grâce à sa flexibilité. Donc en fait, arriver à créer un vrai matériau très innovant avec de fortes applications et qui en plus est fait par un procédé vertueux. Voilà, c'est là qu'on va les chercher. Bon, il y en a plein d'autres, ça c'est dans le Grand Est, il y en a plein d'autres, Oui, on essaie de faire bouger. et puis ce qui est important de souligner, c'est que BPI France a une activité d'investissement en direct dans ces innovations, et vous avez aussi une activité de fonds Tout à où vous fait. financez des fonds de capital risque traditionnels qui aujourd'hui sont en train aussi de lancer des nouveaux véhicules d'investissement qui eux sont spécialisés dans la transition écologique. Alors là, je m'adresse un peu à toutes les personnes ici présentes parce que c'est pas une question que j'avais préparée, mais on parle de transition énergétique, c'est des investissements, mais c'est aussi un marché. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça peut représenter en termes de développement économique, ce marché de la transition énergétique en France? Au pif. Peut-être Christophe? Alors, nous, on est avec le fonds chaleur à l'ADEME et puis aussi des dispositifs France 2030 très impliqués sur la décarbonation déjà énergétique. C'est le gros paquet de notre intervention. Et on prévoit déjà l'année prochaine entre 300 et 400 millions d'euros d'investissement de CAPEX, collectivités et entreprises, avec un besoin de financement de l'ordre de 150 millions à 200 millions d'euros, parce qu'on est sur des projets de production d'énergie renouvelable de tout type, bois, réseau, géothermie, solaire thermique, etc. Et qui nécessitent encore un rabattement de la rentabilité et du TRB, dans ce qui peut être acceptable dans un conseil d'administration. Donc rien que sur la partie chaleur, déjà, on peut anticiper 400 millions de CAPEX, grand texte uniquement. Voilà. Et après, on est une des régions les plus dynamiques sur le sujet. Mais ce sont des très très gros montants. Ouais. Oui, donc on peut clairement parler de croissance verte quelque part. Alors, peut-être pas encore. Alors, on parlera de... Oui, ça rentre dans la croissance verte. Est-ce que ce sera suffisant pour maintenir notre PIB? Je pense que si vous me reposez la question plus tard, on pourra en parler. C'est un des éléments qui permet de développer et de maintenir un chiffre d'affaires, mais ça ne peut pas être le seul. Et croire que juste le passage aux énergies renouvelables nous permettra d'atteindre une neutralité carbone, je pense que c'est se mentir à soi-même. Oui, puis il y a des facteurs exogènes qu'on ne maîtrise pas encore, comme le prix de l'énergie d'ailleurs, qui est encore instable à l'heure actuelle. Je reviens avec vous, Isabelle, sur l'industrie, on va dire, traditionnelle. Vous accompagnez aussi régulièrement des grands projets dans la décarbonation. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner ? Alors pour les très grands projets, c'est plutôt fait en partenariat avec l'ADEME, donc c'est eux qui vont être sur ce type-là. Ensuite, nous, on va être sur un accompagnement PME et TI industriel, effectivement. Je pense là les deux exemples très concrets qui fonctionnent le mieux actuellement, c'est les diags de sobriété, qui sont en fait un diag écoflux où on vient voir vos flux énergie, eau, matière, déchets. Et on se rend compte que avec un bureau d'études qui vient physiquement, qui pose des capteurs, on se rend compte quand même qu'on peut faire
une réduction d'énergie de 16% et d'eau de 25%, c'est non négligeable, surtout vu le coût de l'énergie actuellement. Et en fait, ça passe souvent par des éco-gestes, c'est-à-dire se rendre compte que si on arrive à mesurer, si on a un thermostat intelligent, si en fait, on éteint la nuit, ou alors on fait un effacement, évidemment dans l'autre sens, on y gagne. C'est en fait plusieurs voilà, gestes qui se font sur repenser son procédé avant même d'engager des investissements plus lourds. Un deuxième qui a été lancé là et qui a peut-être une vision un peu plus long terme, mais non négligeable aussi, c'est le Diag Perfimo, où l'idée c'est de faire un audit énergétique de son bâtiment, de ses entrepôts, et de se dire ok, où est-ce que je peux isoler, comment je peux repenser mon flux dans ce bâtiment. Et là, pour le coup, en général, il y a des investissements que la BPI accompagne aussi derrière pour essayer de rénover et faire une grosse différence là-dessus. Donc ça, c'est le type de suivi qu'on fait. Après, il y en a pas mal d'autres, hein. L'idée, c'est vraiment, comme je le disais, d'accompagner au maximum. Donc, il y a évidemment un diag décarbonation pour la décarbonation pure, en faisant un bilan carbone avec un plan d'action, et puis on vient vous aider et prendre par la main pour voir comment le faire par étapes. Il y a un diag éco-conception pour plus en amont dans la conception des produits, réfléchir à comment faire quelque chose de plus vertueux dès sa conception ou le faire entrer dans une économie circulaire. Il y a quand même pas mal de possibilités. Oui, puis j'imagine qu'il y a des initiatives aussi locales et régionales. Vous avez parlé tout à l'heure, quand vous avez introduit un peu votre activité, de l'aspect communautaire en fait de l'accompagnement et la dynamique locale. Vous êtes à l'initiative avec l'ADEME, il me semble, hein, de la communauté du Coq Vert. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, comment ça marche, comment les industriels peuvent y adhérer et sous quelles conditions? Effectivement, pour nous, la communauté, c'est très important. C'est là qu'on se rend compte, c'est une communauté très active, la communauté du Coq Vert, dont j'ai un fier Coq Vert ici. Et en gros, c'est une communauté où il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de partage de solutions, d'idées, d'astuces, de qu'est-ce que j'ai pu mettre en place, et qui se font localement très facilement, puisqu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de valorisation qui peut se faire d'un acteur à l'autre, mais c'est aussi à l'échelle nationale. Comment on peut y rentrer? Globalement, l'idée d'un Coq Vert, c'est pas d'être les meilleurs dans la transition, c'est d'avoir fait un premier pas et d'avoir envie de continuer. Et donc pour ça, il y a donc sur le site de BPI France pour avoir toute l'éligibilité, mais globalement, à partir du moment où vous faites un prêt vert, donc vous avez fait un investissement pour votre transition, où vous faites un diagnostic que je mentionnais, donc vous essayez de commencer votre transition, où vous avez certains labels, en fait vous pouvez rentrer assez facilement dans cette communauté-là, vous contactez votre chargé d'affaires, et il saura tout de suite vous dire si vous êtes éligible ou pas. Et ensuite, ce que ça vous permet d'avoir, c'est des événements, des réunions locales, donc avec les gens de votre écosystème, au national aussi, des mises en valeur, que ce soit sur les réseaux de façon plus largement, lors du Jour E, qui est un énorme événement où on peut tous se rencontrer et travailler ensemble. Le but, c'est pas juste de parler, c'est chouette de pouvoir networker, mais c'est aussi de pouvoir travailler ensemble à des solutions pertinentes et personnalisées. Voilà, effectivement, c'est fait en lien avec l'ADEME, parce qu'on a construit beaucoup de nos produits transition énergétique ensemble pour leur expertise technique et pour nous apporter la partie commerciale. Non, et puis c'est important pour tous les industriels d'avoir des sources d'inspiration aussi en France et d'arrêter de se dire qu'on va copier des modèles qui sont pas du tout copiables parce que les modèles scandinaves fonctionnent sur des mix énergétiques qui sont pas les mêmes ou des processus industriels qui sont un peu différents, comme de refroidissement par exemple. Pour prendre de la hauteur en fait sur l'aspect macroéconomique et mix énergétique, justement, je vais donner la parole à Hervé List. Donc chez RTE, vous avez publié une étude en avril ou mars, il me semble, dernier, qui s'appelle Futur énergétique 2050, qui liste 6 scénarios sur l'avenir du mix énergétique en France. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et quelles sont les conclusions que vous en tirez sur justement les processus de transition dans l'industrie? Oui, c'est bien, C'est bon. Bien sûr. Alors, Futur énergétique 2050, c'est le fruit d'une réflexion qui a duré 2 ans à la demande des pouvoirs publics. Elle a été engagée en 2019, elle s'est poursuivie, elle a été publiée à l'automne 2021, réactualisée en 2022, et elle a pour objectif en fait de montrer quels sont les chemins possibles pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone en 2050. Et avant de vous parler évidemment de la production, il faut que je vous parle de la consommation parce que c'est la mère des batailles. Aujourd'hui, grossièrement, nous consommons à peu près 1600 TWh par an, et sur ces 1600 TWh, il y a à peu près 60% d'énergie fossile.
En 2050, il faudra que cette consommation ait globalement baissé de l'ordre de 40%. 40%, donc il n'y aura plus d'énergie fossile, et la part relative de l'électricité dans la consommation passera de 25 à 55%. Alors bien sûr, cette augmentation de la consommation électrique, elle sera partiellement maîtrisée par de l'efficacité énergétique, notamment dans le secteur résidentiel et tertiaire, mais elle va aussi s'accompagner, traduire des nouveaux usages, que ce soit justement dans l'industrie, au travers de la décarbonation, dans les transports, au travers de la production d'hydrogène, dont on commence à voir effectivement émerger beaucoup de projets. Et donc, l'augmentation dans le scénario central, elle sera de l'ordre de 35%. Et évidemment, pour pouvoir couvrir cette augmentation, il va falloir produire davantage et produire de l'électricité qui sera naturellement décarbonée. Et pour cela, nous avons, alors quand je dis nous, c'est évidemment le fruit du travail de concertation avec toutes les parties prenantes et toutes les filières concernées notamment. Nous avons identifié 2 grandes familles de scénarios de production. 3 scénarios qui sont des scénarios, on va dire, sans nouveau nucléaire, et 3 scénarios avec du nouveau nucléaire. Donc dans les scénarios sans nouveau nucléaire, il y a donc un scénario qui est à 100% ENR, donc c'est un scénario dans lequel on va même déclasser 3 réacteurs nucléaires par an, et puis d'autres, les 2 autres, dans lesquels on ne construit pas de nouveau nucléaire, mais on laisse vivre jusqu'à leur fin les centrales existantes, et on arrive en 2050 avec une part marginale d'à peu près 13% de nucléaire. Dans les familles de scénarios avec nucléaire, on en a un premier avec 8 EPR construits entre 2035 et 2050 pour une part nucléaire à peu près de 26%. Un autre scénario avec 14 EPR sur la même période, et là on est à 36%. Et puis un scénario, et là c'est le maximum de ce que la filière nucléaire peut proposer, c'est 50% de part d'énergie nucléaire dans le mix électrique à l'horizon 2050, avec bien sûr 14 EPR, plus la mise en service de petits réacteurs modulables, plus la prolongation de certaines centrales jusqu'à 60 ans et au-delà. Est-ce que juste dans ces scénarios, on parle de consommation domestique uniquement ou on parle d'exportation? Là, on parle effectivement de de couvrir l'ensemble des besoins de consommation. Hein. Et il faut bien comprendre que les 2 scénarios, entre guillemets, les plus extrêmes, c'est-à-dire le 100% renouvelable et le 50% nucléaire, supposent aussi certains paris technologiques. Hein. Et notamment, il faut... alors dans tous les cas, de toute façon, même si on conserve le nucléaire, il faudra construire massivement des centrales d'énergie renouvelable, il faudra augmenter la production d'énergie renouvelable dans tous les cas et de manière massive. Simplement, avec les scénarios sans nouveau nucléaire, on aura des coûts de flexibilité et de réseau qui seront un petit peu plus importants que dans les scénarios effectivement avec nucléaire, sachant effectivement que un scénario avec 50% de nucléaire, il y a encore des paris effectivement technologiques à relever. J'imagine que la philosophie derrière ces scénarios, c'est de retrouver une forme de souveraineté énergétique qui est aujourd'hui bancale. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, bien sûr, alors, on pense que le coût du système électrique en lui-même va évoluer, évidemment, va être plus cher, de l'ordre de 15% dans le scénario central. Mais en contrepartie, vous n'aurez plus les factures d'énergie fossile. Donc, vous n'apporterez plus l'inflation qui est portée par l'énergie fossile. Et donc, évidemment, ça se traduit globalement par probablement une facture énergétique qui sera un petit peu moins élevée, mais surtout une souveraineté recouvrée, puisque l'électricité décarbonée est produite sur le sol national. Et que l'ensemble de nos scénarios, évidemment, bien sûr, ils assurent l'équilibre offre-demande dans tous les cas, la sécurité de l'alimentation électrique, mais ce sont des scénarios aussi d'indépendance énergétique. C'est-à-dire que nous, on a fait le choix, par exemple, dans la stratégie nationale bas carbone, les pouvoirs publics ont fait le choix de dire l'hydrogène consommé en France doit être produit en France. Tous nos voisins n'ont pas forcément fait ce choix. Et est-ce que ces scénarios prennent en compte un éventuel apaisement géopolitique avec la Russie? C'est une vraie question quelque part, parce que vous parlez d'importation d'inflation, c'est le sujet. Alors évidemment, quand l'étude a été produite, c'était avant le conflit. On se situe vraiment sur un très long terme.
il est très compliqué, évidemment, d'imaginer les conséquences du conflit sur le long terme. Mais finalement, ça ne fait que confirmer le cap qui est à prendre. C'est qu'il faut effectivement, si on veut demain maîtriser notre facture énergétique et maîtriser la satisfaction de nos besoins, il faut sortir de la dépendance aux énergies fossiles qui sont importées, Oui. qu'elles viennent de Russie ou d'ailleurs. Finalement, le conflit n'a fait que précipiter la question sur le devant de la scène. On peut dire ça. Probablement que ça nous a fait toucher de plus près et opérer une prise de conscience qui, de toute façon, est nécessaire, puisqu'il y aura des efforts à faire pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Et aujourd'hui, encore, les variations sur le marché du gros sont encore importantes et spéculatives. Je vais donner du coup la parole à Lucille Payette pour revenir. Vous avez avec l'Alliance Alice publié une étude sur la maîtrise des coûts énergétiques dans l'industrie. Quels sont les enseignements en fait de cette étude aujourd'hui? Oui, bah, c'était une vraie problématique d'actualité hein, pour nos adhérents. Alors, l'étude n'est pas concentrée sur les perspectives d'évolution des coûts, parce que ça, c'est impossible de se projeter réellement et en commençant l'étude par un petit point sur les différents scénarios qui vont du simple au quadruple en fonction des différents scénarios sur lesquels on peut s'appuyer, hein, que ce soit de l'Agence internationale de l'énergie ou de Enerplan sur l'échelle nationale. Mais la question s'est posée finalement de comment est-ce qu'on fait pour se prémunir de ces variations? Surtout que, en fonction des secteurs, il va y avoir un impact plus ou moins fort sur les différents secteurs, que ce soit de par leur mix énergétique ou de par simplement le type de matière première utilisée. Pour un secteur typiquement comme la métallurgie, avec un mix énergétique très fort, enfin très fortement charbonné, il va y avoir des problématiques et une exposition très forte aux fluctuations du prix du charbon, par exemple. Et puis leurs matières premières qui concernent des minerais, hein, donc le zinc, le fer, etc., sont tributaires des fluctuations des prix des minerais. Donc avec vraiment une possibilité de coûts de production en augmentation jusqu'à plus 100% d'ici les prochaines années. Donc c'est vraiment une problématique extrêmement clé et en tout cas importante pour les secteurs industriels. Concernant les mécanismes vraiment que les industriels peuvent mettre en place et les solutions pour se prévenir de ces variations, il va y avoir déjà les solutions liées justement à une modification des volumes d'énergie consommée. Et là, on revient sur l'efficacité énergétique. Forcément, si on optimise sa consommation, si on diminue du coup sa consommation énergétique comme voilà, poste économique par rapport à la production, déjà, c'est un premier levier qu'on peut mettre en place pour se prévenir ces variations. Et puis après, il y a le développement potentiellement de flexibilité énergétique, afin finalement d'ajuster son volume de consommation à la hausse ou à la baisse, et puis en plus se rémunérer sur les services rendus au réseau. Ensuite, il y a des solutions vraiment liées plutôt à une modification des prix de l'énergie. Et là, on va pouvoir partir en effet sur les PPA, justement, dont voilà, le PPI parlait, ces fameux contrats de fourniture énergétique à long terme. Il y a aussi bien sûr le développement de l'autoconsommation. On peut investir dans des moyens de production sur site pour assurer une partie de son approvisionnement. Et puis après, il y a des solutions plutôt liées à l'intégration à une communauté locale d'énergie, où là, on va voilà, échanger directement de l'énergie avec des acteurs de proximité, qui est aussi un levier à explorer. Et puis sinon, ce serait un contrat d'achat de garantie d'origine. Ce type de contrat-là va permettre notamment d'atténuer les variations liées au prix du CO2. Hein, parce que voilà, garantie d'origine, partir sur forcément une énergie faiblement carbonée, ça veut dire qu'on va pouvoir se prémunir de ces fluctuations liées en tout cas au prix du CO2. Voilà. Ces différents mécanismes vont avoir chacun, on va dire, leurs avantages et leurs inconvénients, que ce soit en termes d'opérabilité, de rentabilité, finançabilité, les démarches administratives parfois à mettre en place, le cadre réglementaire qui peut être plus ou moins stable.
Et puis, il y a un impact forcément sur le prix moyen de fourniture. Est-ce que c'est assez bien compensé? Est-ce que la volatilité des prix, finalement, euh, est bien assurée? Enfin, se prémunir de la volabilité des prix est-elle bien assurée, finalement, par ces dispositifs? Puis aussi, il y a des problématiques concernant le volume d'énergie concerné. Donc tout ça, ce sont des choses qui ont été investiguées dans l'étude. Vous pouvez retrouver une synthèse rapide et publique sur des sites internet pour les résultats, mais en tout cas, voilà différents dispositifs vers lesquels on pourrait se tourner. Ok. Euh, Si on revient peut-être rapidement sur la flexibilité énergétique, c'est un levier extrêmement intéressant et l'ADEME a produit un rapport il y a quelques années, je crois en 2017, qui identifie un potentiel pour l'industrie de plusieurs gigawatts. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Par contre, on ne sait pas comment, en tant qu'industriel, le mettre en place sur son site industriel. Et on va travailler vraiment sur cette problématique cette année parce que de nouveau, c'est un sujet d'intérêt. Euh, et les industriels ont besoin d'outils pour pouvoir aller vers ce type de dispositif. Merci beaucoup Lucille. Donc pour rappel, la synthèse de ce rapport, enfin de cette étude, elle est disponible sur le site Alliance Alice. Euh, Maurice Gluck, Exactement. vous avez du coup investi donc 10 millions d'euros depuis 2014 dans la transition énergétique dans votre société. Quelles sont les économies d'énergie que vous avez réalisées? Quel est le montant d'économies d'énergie que vous avez réalisé? Et quels sont en fait en volume énergétique et en montant financier, comment vous avez pu mesurer en fait les bénéfices de vos investissements? Alors, Scheffler, c'était, avant ces investissements, c'était 50 gigawattheures de consommation électrique annuelle, un peu plus de 20 gigawattheures de gaz annuel. Nous avons réduit ces consommations de 36% concernant l'électricité, de 50% pour le gaz, et de 50%, bon, on oublie des fois d'en parler, mais l'eau est pour nous considérée comme une énergie. On a également réduit de 50% notre consommation d'eau. Et tout cela à isopérimètre, donc pour un même volume de production quasiment identique. Et donc on peut dire que le retour sur investissement global est souvent inférieur à 4 ans concernant tous ces investissements, ce qui n'est pas négligeable. Donc intégrer des économies d'énergie, donc en fait ces économies financières dans les projets de réindustrialisation, nous ont permis de moderniser notre outil de travail avec des temps de retour sur investissement beaucoup plus courts. Donc c'est d'accroître notre compétitivité et ça nous permet d'être beaucoup plus compétitifs au sein du groupe, parce qu'il faut savoir, le groupe Scheffler, ce sont 50 usines à travers le monde, Asie, Pacifique, Inde, Afrique du Sud, États-Unis. Donc nos concurrents directs, ce sont les autres usines du groupe. Mais ça nous a aussi permis d'être plus compétitifs vis-à-vis de nos clients directs. Donc à leur proposer aussi des tarifs qui n'augmentent pas à ce qu'on va, par rapport à ce qu'on voit constamment aujourd'hui. Donc cette transition a été possible aussi, souvent avec des accompagnements, donc des aides, des subventions. Il faut savoir que l'ADEME, on a bénéficié aussi de subventions de BPI France. Adira nous a aidés, Climaction, mais également il y a une grosse partie des investissements qui ont été supportés, enfin qui ont été aidés avec les certificats d'économie d'énergie, donc qu'aujourd'hui normalement tout industriel devrait connaître dans ses plans de financement ou d'investissement à moyen long terme. Donc ce qui nous a permis aussi, en fait, tous ces investissements, ça a aussi permis de connaître, de faire des partenariats avec des entreprises locales et des grandes écoles avec qui lesquels sont devenus des partenaires à long terme et qui nous aident aujourd'hui encore à, c'est l'effet boule de neige, à améliorer notre efficacité jour après jour. Vous êtes en mesure aujourd'hui de pouvoir nous donner la part des subventions publiques dans l'ensemble de vos investissements au cours des dernières années, en pourcentage? La part des investissements publics, donc, on va dire, on avait bénéficié 2 fois de 200 000 euros en 2016 et en 2019. Donc une fois, c'était l'appel à projet pour les entreprises et l'efficacité énergétique dans l'industrie.
La seconde fois, c'était l'ES qui avait subventionné une partie et l'ADEME. La seconde fois, c'était Climaction. Donc c'était en 2019, c'était 200 000 euros. Et le reste, c'est pratiquement les C2E, les certificats d'économie d'énergie, qui nous ont permis de faire des investissements qu'on n'aurait peut-être pas fait dans telle mesure, puisque cette partie de financement à travers les certificats d'économie d'énergie nous ont permis d'investir vraiment dans des équipements bénéficiant des dernières technologies disponibles, des gaz frigorigènes, les 1, 2, 3, 4, Z2 pour les spécialistes, donc, qui sont éco-friendly, etc., etc. Donc, c'est vraiment un coup de pouce à un investissement, puisque chez nous, dans l'industrie, souvent, tous les investissements inférieurs à 4 ans sont plus difficiles à faire passer au niveau des investisseurs. Oui, c'est surtout important de faire passer le message d'aller voir BPI France ou l'ADEME, voir les deux, pour au moins financer des études qui sont dans des coûts tout à fait raisonnables et qui permettent un peu d'avoir une idée du retour sur investissement et du calendrier d'investissement pour un industriel. C'est important de le faire maintenant aussi, notamment dans les ENR, puisqu'il y a une énorme demande aussi dans le Grand Est. On y reviendra tout à l'heure. J'ai juste revenir avec vous, Lucille Payette, puisque vous êtes à distance et puis et Covidé, donc on va pas vous mobiliser trop longtemps. Vous avez une forte conviction, vous avez une forte conviction quant à l'intégration des gaz décarbonés en fait dans l'industrie. Est-ce que vous pouvez c'est un levier dont on n'a pas beaucoup parlé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit et pourquoi c'est important aujourd'hui de considérer cette option? Oui, merci. Alors franchement, merci pour d'avoir fait en sorte que techniquement je puisse participer quand même à cette table ronde, parce que c'est témoignage d'industriels qui sont inscrits dans des démarches aussi riches et qui bénéficient justement des leviers mis en place par des financements ADEME, des financements C2E, etc. C'est un témoignage extrêmement riche et on a besoin de ce genre de témoignage. Donc merci beaucoup pour ça. Concernant les gaz décarbonés, comme je l'ai dit, c'est une problématique globale. Et ça, c'est important, c'est un message extrêmement important. Une fois qu'on a vraiment avancé au maximum sur son efficacité énergétique, on va se tourner vers les leviers justement du mix énergétique. Et pour ça, on peut s'appuyer sur l'électrification, si le procédé vraiment s'y prête, parce que c'est un des leviers de décarbonation en France, et on a justement cette chance d'avoir un mix électrique majoritairement décarboné, donc on peut s'appuyer là-dessus. Par contre, ça ne va pas être la totalité de la réponse, bien sûr. Et donc là, pour certains secteurs, les gaz décarbonés vont jouer un vrai rôle. Et là, on parle finalement des 240 TWh de procédés thermiques industriels sur lesquels il va falloir trouver une solution. On va pouvoir électrifier une partie, mais pour le reste, pour toutes sortes de raisons, notamment des niveaux de température pour lesquels les technologies électriques ne peuvent pas répondre, on va devoir se tourner vers les gaz décarbonés. Et les enseignements principaux de l'étude, je vais aller rapidement là-dessus, c'est que l'utilisation de gaz décarboné aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a des retours d'expérience déjà, l'introduction de ces gaz. Alors on parle de biogaz, de syngas, d'hydrogène local, on parle justement de biométhane, de méthane de synthèse, d'hydrogène injecté. Allô? Donc l'ensemble de ces gaz vont répondre à différentes problématiques. Alors il faut savoir que, quels que soient les scénarios de prédiction sur lesquels on peut s'appuyer, et notamment ceux de l'ADEME, dans le scénario de la publication de Transition 2050 qui a été publié récemment, tous ces scénarios prévoient une forte augmentation de consommation de gaz décarboné en industrie. C'est important, donc c'est un levier réaliste vers lequel on va pouvoir se tourner. En particulier, le secteur de la terre cuite et de la sidérurgie vont avoir vraiment une place privilégiée, là où finalement l'usage des gaz est difficilement substituable. Et là, on parle notamment des fours et des hauts fourneaux en particulier. Sur les gaz décarbonés injectés dans le réseau, et là, finalement, je parle de biométhane, de méthane de synthèse et d'hydrogène injecté, ils ne vont pas poser de problème technique,
et donc vont pouvoir se déployer à une échelle nationale sans problématique et via le réseau. Pour des projets plutôt type biogaz, syngas, hydrogène local, sur lesquels on va avoir des contraintes techniques plus fortes, parce que des compositions de gaz qui ne sont pas conformes finalement à ce qu'on a déjà dans le réseau, et des propriétés thermiques différentes, ils vont continuer à se développer, mais à une échelle plus locale, et d'abord sur des cas présentant des synergies intéressantes, vraiment à un niveau local. Ensuite, finalement, sur la place de chacun de ces gaz et le niveau de pénétration par usage industriel, ils vont dépendre de l'évolution des filières de production, bien sûr, du niveau de soutien de ces filières aussi, qui vont impacter finalement leur compétitivité, et puis des choix technologiques qui seront faits sur chacun des autres usages énergétiques français. Et puis voilà, il faut encore une fois, il va y avoir encore des études et des projets pilotes qui sont en cours, grâce notamment au plan de financement sur lesquels on s'appuie, hein, avec voilà, le plan France Relance, France 2030, vont permettre de faire émerger des solutions qui vont apporter les dernières réponses, on l'espère en tout cas, sur des problématiques techniques d'introduction de ces gaz, et notamment, je pense, à l'hydrogène. Voilà. Merci Et donc, beaucoup. de nouveau, si vous voulez en savoir plus, on a une synthèse publique, cette fois-ci un peu plus conséquente, avec des éléments techniques que je vous invite à retrouver sur le site. Merci Lucille, et merci de nous avoir rejoints malgré le Covid. Si vous avez besoin de vous déconnecter pour vous reposer, on vous laisse vous reposer. Merci d'être intervenu aujourd'hui. J'ai juste redonné la parole du coup à Monsieur Lys pour essayer de comprendre un peu le processus dans lequel sont les industriels aujourd'hui et la demande à laquelle vous faites face. On va avoir une demande de raccordement électrique, du coup, si je comprends bien, de plus en plus importante et une consommation qui va augmenter. Comment un industriel doit s'y prendre, et quel est votre rôle chez RTE en la matière? Bien, nous observons effectivement cette décarbonation au travers deux leviers essentiels, hein. D'abord, les renforcements de puissance, puisque quand une industrie choisit de substituer un outil qui marche avec du gaz fossile par de l'électricité, je pense par exemple à un four dans la sidérurgie, hein. J'ai un four au gaz et puis je décide de passer à un four électrique, donc je vais demander un renforcement de puissance, de raccordement. Ça, c'est un des leviers essentiels. Le deuxième, c'est de substituer effectivement le gaz fossile par du gaz renouvelable et notamment de l'hydrogène. Et nous voyons effectivement se développer aux côtés d'industriels de nombreux projets de production d'hydrogène au travers des demandes d'études de raccordement qui nous sont faites. Et vous avez une idée de la consommation énergétique en termes de demande, ce que la production d'hydrogène va demander dans les prochaines années en France? Ça a été calculé dans vos études? Alors ça a été regardé. Alors j'ai pas le chiffre exact en tête, hein, mais oui, aujourd'hui c'est quasiment zéro, et on aura plusieurs dizaines de mégawatts effectivement supplémentaires dans les années à venir. Merci beaucoup. Maurice Gluck, vous avez du coup d'autres projets en cours, en plus des projets que vous avez déjà réalisés d'investissement dans la transition énergétique, d'après ce que j'ai compris, notamment dans le photovoltaïque. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précisions sur vos prochains investissements dans la transition énergétique? On va parler de sobriété. Sobriété, c'est du management énergétique, donc c'est aussi lié au comportement du personnel. Avant, je vous parlais que le personnel, on a amélioré leurs conditions de travail, donc ils en sont relativement reconnaissants. Ils sont aussi enfin, la conjoncture nous aide aussi à cette sensibilisation du personnel qui joue le jeu vraiment. Donc, et ensuite, on va parler d'efficacité énergétique. Donc, c'est les mises en veille automatiques de certains équipements lorsqu'ils ne sont pas utilisés, des bandes transporteuses, enfin, et j'en passe. C'est plein d'équipements des lignes de montage produits. L'optimisation énergétique également de nos équipements centralisés. Donc, ce que je disais avant, qui dans une première phase ont été digitalisés. On a aujourd'hui la digitalisation et puis
nous a permis d'intégrer des capteurs, de la mesure, de pouvoir faire des analyses et de créer des algorithmes qui nous font ces bascules et qui nous permettent également, sans avoir à faire du hard, avec du soft, pouvoir mieux gérer nos équipements. Voilà. Donc, et la dernière, c'est justement d'investir dans, dans du photovoltaïque, par exemple. Donc, on a un projet de 3,2 MW crête d'ici 2024 pour arriver d'ici dans les 5 prochaines années, j'espère, à 5 MW crête, en voyant comment on peut s'organiser aussi pour faire du stockage virtuel, parce que le dimanche, souvent, on ne va pas travailler en été, et puis c'est là où on va produire plus que ce qu'on va consommer. En parallèle, nous avons également un projet de biomasse pour décarboner complètement notre industrie. Donc, projet biomasse uniquement pour le chauffage des locaux, de l'électrification de nos fours de traitement thermique. Et enfin, encore un projet de géothermie, puisqu'aujourd'hui, on dispose de groupes froids qu'on utilise aussi en pompe à chaleur. Donc, on fait des bascules entre les différents équipements. Donc, le but, c'est de passer de tours aéro ou de tours secs à des technologies de géothermie, de stockage. Merci beaucoup. On va conclure cette table ronde avec Christophe Reif. Vous considérez que dans le Grand Est, notamment, l'énergie bois est considérée par les industriels comme une solution de facilité. Pourquoi ? Ouais, le bois en général, quand on regarde un peu le fonctionnement d'une entreprise, on a différentes briques, et la brique énergétique, quand on veut la substituer, c'est très facile d'enlever une chaufferie gaz ou une chaufferie coque et mettre une chaufferie bois, parce que l'empreinte au sol est quasiment la même, le processus d'alimentation, toute la chaîne de valeur qu'on peut avoir derrière, c'est au lieu de faire venir du gaz, on fait venir du bois. C'est très facile, c'est une énergie de très haute qualité parce qu'elle permet d'atteindre des très hautes températures. On peut faire de la vapeur avec du bois, ce qui n'est pas possible de faire avec du solaire thermique. Et donc du coup, comme on est dans une région forestière, on se dit le bois est là, donc autant mettre du bois, c'est rapide, l'industrie existe, la filière est là. C'est quand même tout doucement aujourd'hui de plus en plus risqué, parce que quand on regarde la pression qu'il y a aujourd'hui sur la filière bois, qui est une énergie renouvelable, ça c'est clair, mais qui n'est pas infinie. Et on voit aujourd'hui cette biomasse bois et la biomasse en général de plus en plus convoitée par d'autres énergies renouvelables telles que les gaz de synthèse qu'on évoquait, la production de biocarburants aussi, dans l'aviation, quand on se dit voilà, on veut maintenir 1 milliard de personnes en l'air pendant 10 ans encore sur les prochaines années, voilà, ça nécessite du carburant et l'industrie se positionne sur ce bois. Ce qui veut dire que aujourd'hui, un industriel qui investit dans une chaufferie bois, alors qu'il n'en aurait pas besoin. Par exemple, il a besoin d'eau chaude, il met une chaudière bois pour faire de l'eau à 80 degrés. Est-ce que c'est raisonnable ? Est-ce que c'est peut-être pas moins risqué aujourd'hui de faire plutôt de la géothermie ou du solaire thermique ? Parce que derrière, au lieu d'être pieds et poings liés avec mon fournisseur de gaz ou de pétrole, je vais être pieds et poings liés avec mon fournisseur de granulés ou de plaquettes, qui va rentrer aussi dans un secteur concurrentiel, parce que on va vouloir faire du kérosène pour nos avions ou des carburants ou des gaz. Voilà, donc il y a un enjeu de réflexion. Quand on bascule pour faire de l'eau chaude sur de la géothermie, par exemple, on a un capex à investir. L'énergie, là, par contre, elle est infinie. Voilà. Et donc, on s'enlève une épine du pied ou une épée de Damoclès d'une évolution du prix ou de la ressource bois. Aujourd'hui, en Grand Est, on a de la chance, on considère qu'on a exploité à peu près la moitié de notre gisement. Voilà. On a une petite crainte aujourd'hui de l'impact sur le changement climatique, sur la production de nos forêts. Et comme on souhaite que les forêts soient encore des puits carbone, et donc qu'elles puissent encore stocker, et ben, au bout d'un moment, on devra dire on n'a plus de bois pour préserver nos forêts et notre puits carbone. Donc il y a une réflexion à avoir, qu'il faut avoir aujourd'hui, et considérer que le bois énergie, c'est l'énergie renouvelable ultime qu'on va mettre à la fin de nos réflexions. Mais si on peut mettre d'autres énergies renouvelables, je pense qu'aujourd'hui, il faut commencer à se poser vraiment la question. Puis il y a peut-être une question aussi de la variation des prix du bois qui rentre en compte aujourd'hui, non ? Oui, alors il y a une variation du prix du bois parce que les industriels et les ménages aussi sont extrêmement réactifs. Et des fois, les ménages ne sont pas très logiques. Il y a un effet de spéculation un petit peu sur ce prix du bois, mais il y a aussi un effet de stockage.
les ménages se sont mis à stocker des granulés, ce qui pour info est une grosse stupidité parce que le granulé bois que vous achetez, dans 2 ans, il sera plus exploitable. Donc si vous en prenez 2 fois trop, il va gonfler et il sera plus. Voilà, donc il y a un peu un effet de panique. Voilà, mais la filière va se réguler. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de pénurie de bois. Il y a une conjoncture qui fait qu'aujourd'hui tout le monde panique un petit peu. Alors pour conclure, on a eu une discussion tous les deux. On en revient au fait que la consommation électrique est considérée et corrélée à la production, que la production aujourd'hui c'est un enjeu de société, et peut-être qu'il faut revoir aussi notre modèle sociétal autour de l'économie circulaire, la seconde main, des choses comme ça, parce que finalement c'est le meilleur levier en tant que citoyen, consommateur et même industriel pour pouvoir, on va dire, prendre le contre-pied de cette crise climatique. À l'ADEME, on a eu une réflexion justement sur la neutralité carbone 2050. On a intégré, bien entendu, la neutralité carbone avec la baisse des consommations, la substitution des énergies fossiles par des énergies renouvelables, des énergies bas carbone, dont le nucléaire. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément suffisant pour atteindre cette neutralité carbone 2050. Et finalement, ce que nous enseigne cette prospective que vous pouvez récupérer sur le web, c'est qu'on doit passer d'un jeu de dames à un jeu d'échecs. Je m'explique. Aujourd'hui, on est sur un jeu de dames. Je me mets à la place d'un industriel. Toutes les briques qui composent le modèle économique dans lequel je me trouve sont des pièces qui ont la même forme. La règle est simple. Je déplace mes pions en transversal. Je veux me décarboner. Je prends le pion chaufferie gaz. Je mets une pompe à chaleur géothermique. Voilà. On accélère un petit peu le sujet. Et quand on réfléchit comme ça, on va passer d'un bilan carbone en 2015 de plus 400 millions de tonnes de CO2, on arrivera en 2050 à 131 millions de tonnes de CO2. Voilà la trajectoire dans laquelle on est. Il y a plein d'efforts qui sont faits, tout ce qu'on entend c'est des efforts, mais ce n'est pas suffisant. Il faut accélérer, et du coup il faut intégrer cette notion de sobriété, et là on bascule sur un jeu d'échecs, avec des règles beaucoup plus compliquées, les pièces qui sont toutes différentes, et l'industriel n'a pas la majorité des pièces. Ce qui veut dire qu'il rentre dans un jeu beaucoup plus complexe. Et si on accepte l'objectif neutralité 2050, hein, si on ne veut pas être neutre en carbone, là on reste sur le jeu de dames, mais on aura le changement climatique sur le dos. Donc ce jeu d'échecs devient beaucoup plus compliqué. On a une consommation en termes de matériaux, de tonnes de produits ou de nombre d'unités vendues qui va baisser, qui baisse déjà. Quand on regarde la filière du bâtiment, le ciment, on a déjà une baisse de la consommation. Et dans les stratégies de neutralité carbone, d'ailleurs, de cette filière cimentière, 20% de la baisse de carbone, c'est 20% de consommation en moins. Donc, ils anticipent, la filière anticipe avec une réflexion sur l'efficacité matière, sur le recyclage, etc. Je prends aussi l'exemple du téléphone portable. Dans l'équation de la sobriété, il y a toujours un téléphone portable. En 2050, on aura un téléphone portable. Par contre, ils seront dans un modèle économique totalement différent. Il a déjà évolué ce modèle. Les téléphones, on vous les vend 2 fois. On vous le vend une fois neuf et ensuite une fois dans un back market reconditionné. Je vous parie que dans 5 ans, les grands producteurs, Samsung, Apple, pour ne pas faire de publicité, intégreront ce back market eux-mêmes parce qu'ils se disent pourquoi est-ce que moi, je ne me ferai pas le bénéfice de la deuxième revente. Voilà. C'est ce que fait déjà Petit Bateau, industriel du textile. Il y a déjà un back market pour le textile. Il dit moi je vais prendre ce bénéfice pour moi, je vais l'intégrer, je vais vendre du produit neuf, je vais récupérer votre produit et je vais le revendre. Je vais vous vendre 2 fois, 3 fois. Voilà. Oui, là, il y a des grandes places de marché comme la Redoute ou VP qui ont aussi elles-mêmes lancé leur plateforme de vente de seconde main. Oui, mais Petit Bateau, ils sont allés encore plus loin, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait physique dans leur boutique. Voilà, donc ils ont monté d'un cran. Et là, on voit que cette notion de sobriété devient intéressante pour l'industriel. Et quand on parle de croissance verte, donc effectivement, on a un basculement des anciennes technologies vers les nouvelles, des nouvelles possibilités de vendre et de chiffre d'affaires sur les nouvelles technologies. Mais moi, alors c'est plutôt personnel, je pense que si on ne se bascule que sur un changement de technologie, cette croissance verte, on ne l'atteindra pas. Il manquera encore un peu de chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires complémentaire, c'est justement ces back markets, c'est les produits qui durent plus longtemps, c'est
vendre un produit et tout un écosystème qui va autour, c'est l'économie de la fonctionnalité de la coopération. C'est un angle qui devrait être saisi dès aujourd'hui par les industriels pour se dire que ce que je vends aujourd'hui, ça ne sera pas suffisant pour que je maintienne mon chiffre d'affaires. Et Dieu sait que le conseil d'administration, le chiffre d'affaires, c'est important. Je dois avoir une autre offre de service pour vendre moins, pour utiliser moins de ressources, mais développer quand même un chiffre d'affaires. Voilà. Et ça, aujourd'hui, il y a une vraie tendance qui se développe. Il y a un club de l'économie de la fonctionnalité qui se développe. Je pense que c'est ça qui nous permettra de boucler et de maintenir une économie verte et un développement économique. Oui, et la bonne nouvelle, et pour conclure, c'est qu'il y a déjà des grands industriels français comme Stellantis qui sont déjà lancés dans l'économie circulaire pour le renouvellement des pièces auto, avec des usines de reconditionnement et des circuits logistiques beaucoup plus optimisés pour faire diminuer la consommation dans les transports. Si je peux juste rajouter cette notion de sobriété. Pour l'industriel, on parle beaucoup d'efficacité énergétique. Mais vous avez bien compris qu'il y a aussi une notion de consommation au niveau du ménage. Et le gros enjeu, ça va de faire accepter cette philosophie. Hein. Si je devais donner un exemple concret, vous allez dans la rue, vous dites, voilà, le Covid en Chine, ça vous inspire quoi? Ils vont vous dire, ah oui, ils se révoltent, mais je n'aurai pas mon iPhone à Noël, parce que c'est l'usine qui produit mon iPhone qui est en grève. Donc vous voyez qu'il y a un réel besoin, une acceptation de la chose qui va être éminemment compliqué. Donc cette neutralité carbone passera par les industriels et les collectivités, on y est, mais l'aspect social, cette sobriété, cette évolution de notre société de consommation, la manière dont on consomme, va être le facteur principal pour cette neutralité. Et l'inflation va nous aider à consommer mieux. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous d'avoir été présentes et présents aujourd'hui. Merci à vous également d'avoir assisté à cette table ronde. On se retrouve tout à l'heure pour la prochaine plénière à 14h. Et d'ici là, on vous souhaite un bon appétit.